Bonjour à toutes et à tous. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger sur le développement d'une application mobile spécifiquement traitant de la donnée de santé. Je suis accompagnée de Pierre Nectou, qui est le cofondateur de Ouch. Merci Pierre pour ta disponibilité. Avec Euh, plaisir. pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis la cofondatrice du cabinet La Robe Numérique. La Robe Numérique, c'est deux cabinets. On a un cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques opérationnel et numérique avec une très forte prédominance données personnelles. Et on a également un cabinet d'avocats, la Robe Numérique Avocat, qui est piloté par mon associé Oriana Lavoya. On traite des sujets de protection des données personnelles, mais également de résilience, de gestion des risques, d'éthique et de numérique responsable sur tout secteur, mais on a aussi voilà, une petite spécificité fintech et sûreté. Pierre, je te laisse te présenter. Ouais, merci beaucoup. Du coup, enchanté, Pierre Nectou. Initialement, j'ai une formation d'ingénieur, donc plutôt en développement informatique et intelligence artificielle. Et en 2017, donc dès ma sortie d'école d'ingénieur, j'ai d'abord créé une première entreprise qui s'appelait WeFight, que j'ai créée avec Benoît Brouard, qui est pharmacien. Donc moi, je m'occupais de la partie technique, Benoît de la partie médicale. L'idée de WeFight, c'était vraiment d'aider des patients atteints de maladies chroniques grâce à un outil numérique. Et donc, on a développé des chatbots qui s'appelaient Vic pour accompagner les patients, pour répondre en fait à toutes les questions qu'ils pouvaient avoir sur leur quotidien. Donc, on n'était pas sur du médical pur, on laisse ces questions purement médicales aux médecins, mais on se présentait vraiment comme un acteur complémentaire dans le parcours de soins qui va permettre aux patients d'avoir des réponses à ces questions de la vie quotidienne. Donc, ça peut être sur le sport, sur la nutrition, sur l'administratif, etc. Donc, WeFight a malheureusement fait faillite en 2023. Et suite à ça, j'ai créé une deuxième entreprise, et donc Ouch, qui existe depuis 1 an et demi. L'idée de Ouch, c'est d'être capable d'aider les patients à mieux comprendre leurs symptômes, et notamment à identifier quels sont les facteurs, quelles sont les habitudes de vie, quels sont les facteurs environnementaux qui vont influencer leurs symptômes. Et donc forcément, une fois qu'on a identifié ces facteurs, d'être capable de potentiellement influencer dessus pour pouvoir réduire les symptômes. Super. Merci pour cette présentation. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, en effet, vu ton parcours, le développement d'apps qui traitent de la donnée de santé, c'est un peu ton cœur de métier. Euh, voilà, quels sont les enjeux vraiment en termes de conformité? Si on parle des enjeux principaux, c'est vraiment la privacy by design, hein, qui est un des principes de la réglementation européenne et qui nous impose en fait d'intégrer dès la conception de nouveaux process l'ensemble des sujets de privacy et de protection de la donnée personnelle. Donc, dans le cadre de la privacy by design, il va falloir réfléchir notamment à la minimisation des données, à la limitation des finalités, la transparence, la sécurité et bien évidemment le respect des droits des personnes. Dans le cadre si on va un peu plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, il faut réfléchir à la conformité des formulaires de collecte de données, d'avoir une politique de protection des données qui va permettre de donner l'ensemble des informations et d'assurer le principe de transparence. D'avoir également une interface qui facilite l'exercice des droits des personnes. Donc, est-ce que la personne est autonome pour avoir accès, pour rectifier, pour retirer son consentement et également pour effacer ses données. Et bien sûr, voilà, avoir des mécanismes adaptés pour obtenir un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, et encore plus lorsqu'on parle de données de santé. Ce principe de privacy by design, il a forcément des impacts sur les spécifications techniques, le choix de l'interface, le cycle de développement, etc. Pierre, chez Ouch, comment est-ce que vous avez pris ce sujet-là? Est-ce que voilà, tu as identifié quelques impacts sur ton projet entrepreneurial lié à ces sujets de privacy? Ouais, c'est venu assez tôt puisque justement j'ai eu deux expériences très différentes entre WeFight et Ouch sur ce sujet-là, puisque WeFight avait été créé en 2017. Le RGPD, si je ne me trompe pas, est arrivé en 2018. Donc on a vraiment vécu la mise en place du RGPD et le fait de découvrir un peu toutes ces règles, se former dessus. Là où chez Ouch, on a été créé en 2024. L'idée de Ouch, vraiment l'idée initiale de Ouch, c'est vraiment de se dire qu'on souhaitait développer une solution pour pouvoir collecter ce qu'on appelle des données en vie réelle. Donc, en gros, Ouais. c'est des données qu'on va collecter directement auprès du patient quand il est généralement en dehors de l'hôpital et avec une récurrence forte, donc tous les jours, toutes les semaines, etc. Parce qu'on sait que c'est des données qui intéressent, qui intéressent le domaine le système de santé de manière générale. Et donc, c'était vraiment notre but numéro un.
Et suite à cette idée-là, on a ensuite développé l'application. Mais du coup, c'était vraiment primordial de déjà être capable d'être collecter ces données. Et ensuite, on a presque compris enfin, développer l'application autour de ça. Et du coup, le Privacy by Design, il est arrivé assez tôt parce que déjà dans la réflexion autour du business model, comme on savait que ça allait être très tourné autour de la collecte de données, de la réalisation d'études, il fallait qu'on s'assure qu'on ait la possibilité de le faire. Et il y a plusieurs cas différents parce que on va être capable de collecter de la donnée. Et donc forcément, la donnée qu'on a collectée précédemment, on aimerait bien pouvoir la valoriser. Ouais. Et après, il y a aussi la réalisation d'études dans le futur où là, j'ai un partenaire où j'ai vraiment l'utilisateur qui est onboardé dans l'étude. On peut avoir un consentement au début, l'exercice des droits, etc. Et donc, en fait, c'est Ok. vraiment des différents cas d'usage qu'on a identifiés. Et forcément, une fois qu'on a l'idée principale qui est la collecte de données, ces différents cas qu'on a identifiés, bah après, il faut réfléchir au design de l'application pour pouvoir intégrer ces différents cas. Et donc, il y a un impact sur l'UX, il y a un impact sur la manière de construire l'application, du parcours utilisateur. Typiquement, je pense qu'on pourrait y revenir, mais en fait, on a vraiment dans l'application plusieurs niveaux de consentement. Ou quand Ouais. vous arrivez dans l'application, vous avez déjà les consentements nécessaires à l'utilisation des données de santé et nécessaires au fonctionnement normal de l'application. Et ensuite, quand vous intégrez des études, on va avoir des consentements plus spécifiques par étude. Mais effectivement, ça a un impact. Et plus vous arrivez à identifier ces questions tôt, Ouais. bah, moins vous aurez de problématiques derrière. Et nous, on l'avait vécu à WeFight, on a dû faire ces développements sur un produit qui existait déjà. Et c'est tout de suite très lourd. Surtout que, on le sait très bien, on est une startup qui grossit. C'est compliqué de prioriser des développements, entre guillemets, Ouais. légaux versus des Conformité. clients. Donc, en fait, plus on arrive à le faire tôt, mieux c'est. Et derrière, on est tranquille. Ouais, bah, c'est sûr que retravailler un projet déjà existant pour réintégrer des nouvelles règles, alors que l'objectif c'est plutôt de développer l'utilisation client, ça ralentit forcément les projets. C'est pour ça que c'est important de les prendre dès la conception. Euh, chez Ouch, vous avez des clients qui sont, enfin des utilisateurs qui sont des utilisateurs finaux, enfin des personnes physiques, mais vous avez du coup des clients ou en tout cas des partenaires euh, qui sont, euh, qui sont des acteurs privés. Est-ce que vous avez eu ce genre de discussion avec vos clients également? Oui, puisque, alors déjà, ce qu'on voit, c'est quand même toutes les questions autour de la donnée et du RGPD, et même de la donnée de santé, arrivent de plus en plus tôt, moi j'ai l'impression, dans les discussions commerciales, où en fait, je pense que le RGPD, globalement, bon, tout le monde connaît et a en tête les principales idées, et du coup, assez tôt, en fait, on doit répondre à ces questions. Maintenant, justement, si vous avez bien réfléchi au process, au parcours d'utilisateur, au consentement, à ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, en fait, les réponses sont assez évidentes et vous gagnez du temps. Il y a aussi pas mal de questions sur finalement où sont stockées les données, comment vous réalisez les droits, puisque de toute façon, en plus, nous, on est généralement sous-traitants de nos clients et du coup, eux, ils sont aussi responsables, enfin, en tout cas, ils doivent s'assurer de notre conformité Ouais. à ce niveau-là. En effet, donc sur la partie de données de santé, parce que les sujets de privacy by design, ça va s'appliquer à l'ensemble des applications qu'on peut imaginer, qui va traiter de la donnée personnelle. Quand on rajoute en plus cette complexité données de santé, donc tu parlais de consentement, en effet, par principe, l'article 9 du RGPD interdit le traitement des données de santé, sauf exception, donc le consentement explicite, l'intérêt public dans le domaine de la santé ou bien sûr la prise en charge médicale. Euh, on a du coup des obligations complémentaires dès lors qu'on veut traiter de la donnée de santé, notamment la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données, s'assurer de l'hébergement des données euh, chez un hébergeur certifié HDS et avoir un cadre juridique renforcé avec une bonne lisibilité en effet de ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. D'un point de vue côté régulateur, c'est sûr que, enfin, et même l'essence même du RGPD, c'est de pouvoir justifier de ce qu'on fait et de pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc, c'est hyper important d'avoir de la documentation qui explicite en effet quels sont les cas d'usage autorisés, les cas d'usage interdits et pourquoi. Euh, Chez Ouch, c'est des choses que vous avez également intégrées dès la conception. Est-ce que tu peux me parler un peu voilà, du process peut-être de la formalisation de l'analyse d'impact euh, et voilà, et vos choix, notamment vos choix de prestataire d'hébergement, par exemple?
Ouais, déjà tu citais un peu les trois conditions pour, enfin les trois cas possibles pour traiter de la donnée de santé. Nous chez Ouch, effectivement, on est clairement dans le consentement, puisqu'on a fait le choix de ne pas être directement intégré dans le parcours de soins et l'intérêt, je ne sais plus comment c'est dit, mais euh, L'intérêt public, ouais. l'intérêt public, bon, il est compliqué à prouver. Ouais. Donc nous, on est sur le consentement, donc en fait, dès le début du parcours utilisateur, on demande ce consentement du traitement de la donnée de santé qui est un consentement quasiment, enfin, c'est compliqué d'utiliser l'application sans ça. Et après, effectivement, on a réalisé une analyse d'impact et on est sur les hébergements HDS. Alors, pour revenir d'abord sur l'analyse d'impact, on se rend compte assez vite, effectivement, de la complexité, en tout cas, de l'impact possible dès qu'on traite de la donnée de santé, puisque dans l'analyse d'impact, pour faire simple, on va se demander si quelqu'un a accès aux données en lecture, par exemple, quel va être l'impact pour l'utilisateur, si quelqu'un modifie les données ou si c'est des modifications non voulues, qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, dès qu'on est sur le domaine de la santé, on peut très facilement arriver à des cas où Ouais. la lecture d'une donnée de santé peut être grave pour l'utilisateur, la modification d'une donnée peut être grave, et donc on passe tout de suite un cap en termes d'impact. Et du coup, derrière, on doit pouvoir proposer des mesures aussi importantes et euh, qui vont permettre de limiter un peu Ouais. le risque Le risque. de ces éléments-là. Euh, Sur l'hébergeur, on a eu pas mal d'évolutions aussi depuis le début de Wi-Fi, puisque au début de Wi-Fi, on était encore sur l'ancienne réglementation autour des données de santé, qui était, il me semble, à l'époque une certification, maintenant c'est un agrément, Ouais. et en fait qui a un peu été pris de vitesse par le développement des acteurs cloud comme OVH, Azure, Amazon, etc. Où du coup l'ancienne réglementation n'était pas très adaptée. En fait, elle avait été réfléchie plus pour des développements typiquement de SI hospitalier. Là où du coup ils avaient essayé de rattacher toutes les applications mobiles comme nous, mais on avait clairement une réglementation qui était pas adaptée. Et tout pas adapté à... ouais. Ouais, c'est ça, qui prenait beaucoup de temps et qui même était contre-productif puisqu'on se retrouvait à devoir faire à la main des choses que certains acteurs nous proposaient d'automatiser et faisaient objectivement mieux Que que si on le moi fait en à la tant que main. développeur. En fait, hein, moi je suis développeur, je travaille sur le produit. Mon métier pur, c'est pas d'aller travailler sur des algorithmes de sécurité. Enfin, il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très bien et j'ai tout intérêt à pouvoir utiliser ces solutions. Et Mm. l'ancienne réglementation ne permettait pas de faire ça. Ça a changé heureusement, il me semble, en 2019 ou 2020. Ouais. Et maintenant, la réglementation est beaucoup plus adaptée. Maintenant, c'est pas juste payer un prestataire pour faire les choses bien, il faut quand même se former un minimum, avoir des bonnes pratiques de sécurité. Maintenant, je pense que sur ces éléments-là, euh, le plus simple, c'est de le faire bien dès le début. Autant il y a Ouais. des choses, quand on développe une boîte, on peut se permettre de se dire, au début, je vais faire les choses rapidement et ensuite j'améliorerai. Autant sur la sécurité, sur ces aspects-là, le plus simple, c'est de faire bien dès le début. Des outils existent, maintenant c'est quand même assez simple de les utiliser. Et du coup, on a pris un peu de temps pour vraiment avoir une base saine à ce niveau-là et de plus avoir besoin de revenir dessus. Ok. Et vous le testez régulièrement? On le teste régulièrement, alors c'est encore du test manuel, Ok. c'est des choses que je fais moi. Après, c'est aussi beaucoup de se maintenir à jour sur ce qui arrive, les failles de sécurité. Typiquement, déjà, mettre à jour régulièrement toutes ces librairies, tout ce qu'on utilise, c'est déjà une bonne chose. Moi, j'ai fait le choix aussi de justement sous-traiter par ces acteurs-là tous les éléments de sécurité importants, donc tout ce qui va être gestion de compte, authentification, double authentification. Ouais. Tout ça, en fait, c'est pas moi qui le gère parce que je considère que c'est pas mon métier, c'est pas moi qui le ferai mieux qu'eux. Et en fait, passer par des solutions, alors oui, il faut les payer, mais c'est quand même un gain en termes de traçabilité, en termes de sécurité et aussi en termes de repos de l'esprit, on va dire. Voilà. Tant qu'on se fait confiance à nos prestataires et qu'on a vérifié qu'ils étaient conformes en effet à ce qu'on attendait d'eux, c'est Exactement. sûr qu'il vaut mieux les confier à des pros de la sécurité. Mais justement, on parlait des contraintes techniques de sécurité. On a donc vous êtes régulièrement donc en situation de sous-traitance et donc pour autant donc, vos clients ont l'obligation de s'assurer de votre niveau de sécurité et vous en tant qu'éditeur de solutions et aussi en tant qu'application mobile à destination des utilisateurs, vous avez bien évidemment des engagements de sécurité. Euh, on va avoir des enjeux spécifiques aux applications mobiles, notamment le fait d'avoir des points d'entrée qui vont être variés,
des risques d'exploitation ou de fuite, qui peuvent avoir des conséquences graves pour les personnes concernées en termes de données de santé. Euh, Par rapport aux mesures de sécurité, donc ce que j'entends de ce que tu disais juste avant, c'est que en effet, vous avez confié ça à des prestataires, donc en tout cas sur la partie hébergement. Sur la partie développement de l'application, comment est-ce que vous êtes assuré d'avoir une appli sécurisée? Est-ce que tu as eu des défis un peu spécifiques? Et dernière question, c'est quelles sont les attentes enfin, comment est-ce que vos clients vous challengent sur votre niveau de sécurité également? Alors, je pense sur le développement des applications, les plus gros défis, mais c'est un peu comme pour la partie hébergeur, c'est-à-dire qu'on sous-traite une partie de l'hébergement et il faut quand même s'assurer que ce sous-traitant respecte un minimum les règles en termes de sécurité. Mais en fait, quand on développe, bien souvent, on va utiliser des librairies, Ouais. on va se connecter à d'autres acteurs de la même manière qui vont gérer, par exemple, le déploiement, qui vont gérer certains aspects. Et il faut s'assurer que tous ces éléments-là de la chaîne respectent également les règles de sécurité. Donc, oui, on gagne du temps sur le développement, mais on le perd aussi quand même sur s'assurer, enfin sur auditer ou en tout cas s'assurer d'un minimum de sécurité de ces acteurs-là. Maintenant, je pense que en fait, c'est entre guillemets un mal nécessaire aujourd'hui. Enfin, c'est très compliqué de développer une solution de A à Z en faisant tout, en contrôlant tout soi-même. Donc, il faut passer par ça. Nous, les principales contraintes, c'est que pour réexpliquer un peu le parcours utilisateur, en fait, l'utilisateur, il va arriver sur l'application avec des symptômes. Il va renseigner sur l'application régulièrement ses intensités de symptômes et certains éléments sur ses habitudes de vie, son environnement, pour qu'on soit capable d'identifier quels facteurs vont influencer ces symptômes. Sauf que sur les données qu'on collecte, il y a toute une partie des données qu'on va collecter, donc nous, ce qu'on appelle via l'IoT, mais c'est assez large, ça peut être via des API publiques, ou bien une montre connectée, ou votre téléphone, etc. Et toute la donnée qu'on collecte sur ces acteurs-là, il faut qu'on s'assure qu'elle soit de bonne qualité, que ces acteurs-là eux-mêmes respectent certaines normes de sécurité. Et donc ça passe par soit les acteurs ont une documentation très propre et en fait ils ont tout disponible sur leur site, soit il faut les auditer. Alors les auditer, honnêtement, c'est compliqué Ouais. quand tu es une petite entreprise. Là aujourd'hui, concrètement, on est deux dans l'entreprise. C'est compliqué d'aller auditer, surtout quand c'est un acteur qui est beaucoup plus gros que soi. Mais généralement, c'est plus d'échanges par mail, répondre au minimum à des questionnaires, s'assurer du niveau d'information minimum qu'on peut avoir sur les solutions. Mais c'est une vraie complexité parce que on a quand même une multiplication d'un peu des chaînes de sous-traitance Mm. et même des applications où on a l'impression au début de tout faire soi-même. En fait, très vite, on se rend compte qu'on a 5, 10, 15 acteurs avec qui on travaille. Ça intègre des briques, en fait, Exactement. avec des nouveaux risques. OK. Euh, Très bien. Je crois qu'on a une question. Je vois une main levée. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question, par rapport, aux contraintes. Est-ce que, il a été, difficile pour vous, d'encadrer les relations avec, les SDK lorsque, vous avez créé l'application? Et est-ce que vous avez réussi à avoir des preuves, par exemple des contrats ou enfin n'importe quel type de documentation qui permet d'analyser les relations au regard du RGPD? Alors, si par les SDK, vous parlez spécifiquement, alors, enfin, SDK, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent en avoir. Je pense que vous parlez peut-être ceux des applications mobiles, donc typiquement des stores sur Apple et Android. Typiquement, versus ce genre d'acteurs, c'est compliqué d'aller toquer à la porte et demander des audits. Clairement, c'est impossible. Après, ils fournissent un certain nombre d'éléments. Généralement, ils ont des sites web où il y a pas mal d'éléments disponibles. Et concrètement, en fait, sur ces relations-là, oui, il y a vraiment un gros acteur qui vous fournit la doc. Et, euh, et c'est impossible d'avoir un contrat, en tout cas, sur beaucoup d'acteurs. Ils ont une documentation type et il faut faire avec. OK, merci beaucoup. En général, c'est difficile d'avoir, enfin, que ce soit avec des SDK ou d'ailleurs beaucoup de prestats, enfin, beaucoup Oui, de les hébergeurs, prestats en c'est un peu SaaS. problématique, hein. C'est difficile de négocier les clauses quand on s'appelle pas Microsoft ou Google, Apple. Mais c'est vrai que voilà, la documentation, c'est super important de quand même pouvoir aller la vérifier, et même si finalement on a assez peu la main, voilà, en tout cas de faire la démarche de contrôler, de vérifier la documentation. Ces acteurs, en tout cas les acteurs principaux du marché, ils ont quand même souvent des certifications aussi sur lesquelles on peut se baser, ou en tout cas leur faire confiance. Donc ça peut aussi rassurer et rajouter de
de la confiance envers ces acteurs. Dernier sujet qu'on voulait aborder également, c'était donc sur la partie publicité, cookie, profilage. Donc, une application mobile doit répondre à plusieurs exigences, notamment l'information de l'utilisateur, le consentement, permettre à tout moment de retirer son consentement. Dans le concept des applications de santé, le traçage et le profilage portent également une dimension éthique par rapport au risque de réidentification ou d'atteinte à la vie privée. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé chez Ouch? Est-ce que vous avez des traceurs? Vous faites de la publicité ciblée? Comment est-ce que ces sujets ont été abordés de votre côté? Alors, on ne fait pas de publicité ciblée, parce que enfin, ce n'est pas un modèle vers lequel on veut Ouais. aller. Et même en termes de ressenti utilisateur, généralement, le fait qu'il appuie dans l'application, le ressenti sur l'application est un peu négatif. Et je pense que c'est compliqué de faire ça en santé. Ouais. La complexité, par contre, c'est typiquement sur des outils assez rapidement. On a besoin d'outils comme un CRM, par exemple, pour faire des envois de notifications, d'emails, ce genre de choses. Et en fait, il faut vraiment faire attention aux informations que vous envoyez à ces acteurs-là. Typiquement, aujourd'hui, en fait, on ne peut pas dire bah, je vais faire une cohorte d'utilisateurs qui a, par exemple, de l'asthme parce que je veux leur envoyer un email spécifique à l'asthme, parce qu'en fait, vous allez devoir envoyer ça à votre CRM et du coup, vous allez partager des données de santé qui peuvent être potentiellement utilisées pour autre chose, etc. Donc, ça ajoute des contraintes, ça demande parfois de devoir faire des développements soi-même, ou en tout cas de Ok. devoir contourner certaines choses. Là, typiquement, si je reprends l'exemple du CRM, bah, en fait, nous, on a développé en interne la partie qui va identifier l'utilisateur, créer la cohorte d'utilisateurs. Et ensuite, ce qu'on envoie au CRM, c'est pas le fait de dire envoie un mail à tous les utilisateurs qui ont un tag asthme, par exemple. On va nous-mêmes envoyer la liste des utilisateurs et on va lui dire tu envoies ce mail-là. Mais du coup, le CRM ne sait pas pourquoi j'envoie ce mail et du Ouais. coup, il ne peut pas faire le lien, par exemple. Ok. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Ça, je pense qu'encore une fois, c'est compliqué de faire un modèle économique autour de la pub en santé, que ce soit en passant par des acteurs type Google Ads ou même en voulant développer quelque chose soi-même, parce que sur la pub en santé, mais en fait, la pub elle-même, enfin, il y a plein de contraintes, on ne peut pas non plus faire de la Ouais, pub sur les médicaments, ce genre de choses. bien sûr. Donc, je pense que, bon, après, à mon avis, c'est un peu une volonté aussi du régulateur de pas interdire ça, mais de rendre ça très compliqué, tellement compliqué que finalement, je pense qu'il n'y a Personne ne aucun le fait. acteur qui vraiment part dans cette direction. Ok. Très clair. Est-ce que du coup, tu as quelques, je sais pas, le top 5 des conseils pour intégrer vraiment ces sujets de privacy dans le cadre du développement d'une application de santé? Est-ce que voilà, tu as un peu ouais, du retour de satisfaction client sur, ou en tout cas, que ce soit sur l'utilisateur final ou sur vos clients privés euh, sur ces sujets de privacy? Ouais. Bah, je pense que le premier conseil que je peux donner, c'est que ce soit sur, enfin, sur des boîtes avec des tailles d'équipe assez réduites, c'est qu'il y ait au moins une personne de la direction, ou en tout cas qui puisse avoir un impact sur l'entreprise, qui soit vraiment formée et sensibilisée à ça. Alors, dans l'idéal, tout le monde est sensibilisé. Maintenant, on sait quand même comment ça se passe. Mais c'est bien d'avoir une personne qui quand même comprend ces sujets, qui sait les traiter et les adresser. Et quand vous grossissez, qui est pareil dans le développement, typiquement si vous avez un architecte, en fait, il faut que votre architecte il soit sensible à ça. Parce que sinon, vous allez perdre du temps. Clairement, en fait, on ne peut pas avoir des allers-retours sans cesse entre l'architecte et le légal. Surtout que ça reste des métiers d'expertise et assez spécifiques. Et il faut arriver à former certaines personnes bien. Après, le reste de l'entreprise peut avoir une formation un peu plus light, mais je pense qu'il faut quand même identifier certaines personnes qui doivent avoir une formation vraiment poussée. Et on peut plus dire que et notamment sur des sujets comme le RGPD qui touchent tous les métiers, ça ne peut pas être juste le sujet de l'équipe légale. Enfin, il faut vraiment que ça diffuse un peu. Et en fait, le meilleur moyen de diffuser, c'est d'avoir une personne dans la direction qui soit un peu en charge de ça et qui soit sensibilisée à ça. L'autre aspect, c'est, je pense, qu'il y a un peu un shift qui est poussé par le RGPD, c'est vraiment une bonne chose, c'est que il y a vraiment eu un peu une jungle de la data avant ça, avec des acteurs comme Google, comme Facebook, qu'on connaît très bien, qui a poussé aussi l'utilisateur à avoir vraiment peur de l'utilisation de la donnée. Et dès qu'on dit données, tout de suite, on lève des boucliers. Je pense qu'il faut arriver à dépasser ça. Et aujourd'hui, on ne peut plus
mettre en avant le fait de respecter le RGPD. À un moment, il y a un peu tout le monde mettait un petit C'était tag, un avantage je respecte le concurrentiel. RGPD, exactement, RGPD compliant, etc. Alors déjà, il me semble que d'un point de vue légal, ça n'a Ça n'a aucune valeur, on est bien d'accord. aucune valeur. Et en fait, juste vous respectez la loi. Donc, c'est bien de mettre un petit tag, je respecte la loi, mais bon, c'est le minimum qu'on peut attendre de vous. Et donc, c'est pas une valeur ajoutée de respecter le RGPD, mais par contre, ça peut être une valeur ajoutée d'aller plus loin dans la transparence. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez Ouch. Quand les utilisateurs intègrent des études, bah, l'idée, c'est pas qu'on fasse ça sous le manteau. Enfin, on est clair sur les données qu'on va collecter, à qui on les envoie. Et là où ça intéresse les utilisateurs, c'est finalement, bah, qu'est-ce que vous faites de mes données? Et donc, on essaie vraiment de les intégrer dans la vie de l'étude. Et notamment, c'est tout bête, bah, à la fin de l'étude, quand on a le rapport d'étude, les résultats, on leur envoie. On les Ok. tient au courant de l'avancement. S'il y a un impact sur, je sais pas, sur le système de santé, enfin, sur un médicament, on les envoie. Et en fait, ça les rend vraiment acteurs. Et dans ce cas-là, bah, les boucliers qui peuvent être levés auparavant sont beaucoup moins importants. Et en fait, il y a plein de personnes qui n'ont en soi rien contre le fait de partager leurs données, c'est juste qu'ils veulent savoir ce qu'on en fait. Et ça, c'est quelque chose qui commence à être compris de plus en plus. Je pense qu'il y a pas mal d'applications qui vont dans ce sens-là. Mm. Mais il y a encore des vieux acteurs, alors des vieux acteurs non, mais à l'échelle d'Internet qui sont vieux, qui restent un peu sur les premiers principes, qui ont du mal à tourner la page. Ok, super intéressant. D'ailleurs, ça me permet de rebondir juste sur la partie transparence. Vous avez des sujets, enfin, d'accessibilité de l'information, parce que vous traitez quand même de sujets qui peuvent être complexes. Comment est-ce que vous vous assurez que vos utilisateurs, ils soient, enfin, comment est-ce que tu t'assures que les utilisateurs, ils comprennent bien justement quelles données est-ce qu'ils vont transmettre pour quelle étude, etc. Vous avez des sujets un peu, ouais, de wording, c'est des choses sur lesquelles vous êtes attentif. Ouais, bah, typiquement, quand un utilisateur rentre dans l'étude, on va lister vraiment. Alors, il se trouve que par le design de l'application, c'est assez clair, généralement, enfin, ce qu'on appelle un data point, c'est une donnée par jour. Et il se trouve que le design de l'application illustre assez bien, donc je pense que les utilisateurs comprennent plutôt bien ces éléments-là. Mais parce que l'application est quand même pas mal tournée autour de ça, donc on a dû rendre la chose claire. Et en fait, Ouais. l'utilisateur, il sait que, par exemple, là, on a fait une étude sur le sommeil, bah, il savait que pendant 30 jours, on allait collecter son heure de coucher, son heure de lever, le nombre de pas qu'il a fait dans la journée, etc. Et qu'on avait voilà, entre 10 et 20 data points qu'on pouvait collecter par jour. Et ils sont plutôt bien représentés dans l'app. Mais ça dépend un peu de l'UX de l'application, de la valeur que vous apportez. Et donc, s'il y a vraiment un travail effectivement à faire de legal design. Alors, c'est compliqué de le faire au tout début parce que bah, malheureusement, ça prend du temps, ça coûte cher Ouais. et c'est pas forcément le gros focus. Mais pour moi, quand l'entreprise commence à se développer, il peut vraiment y avoir un accent mis là-dessus et ça peut vraiment être un élément différenciant versus d'autres acteurs qui font globalement la même chose que vous. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces précisions. Est-ce que il y a des gens qui ont des questions? N'hésitez pas à prendre la parole si besoin. Écoutez, je pense que on a fait un bon tour. Juste peut-être en conclusion, enfin quelques tips d'outils. Il y a la CNIL qui a publié plusieurs guides hein, sur comment développer une application, et comment avoir une application conforme en tant qu'éditeur, développeur. Donc n'hésitez pas. On a également un outil pour analyser justement la conformité de votre application qu'on a développé nous chez La Revue Numérique qui est disponible en téléchargement sur notre page LinkedIn. Je pense qu'on vous renverra le lien en vous envoyant également euh, le support de webinaire d'aujourd'hui. Voilà. Pierre, je sais pas si c'est bon pour toi. C'est bon pour moi, n'hésitez pas si Super. vous voulez télécharger l'application Ouch et la tester, on est preneur de retour à tout moment. Génial. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour Merci, votre bonne journée. écoute. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.